Qu'est-ce que la coopération ? À un moment de notre histoire où les institutions mondiales comme l'ONU ou les conférences COP, créées pour promouvoir la coopération entre les nations, sont mises à mal et où les mots guerre mondiale semblent pouvoir revenir à l'ordre du jour, vous avez reconnu l'explosion nucléaire ? Que nous disent les sciences sur ce terme de coopération ? Évidemment, je ne peux pas vous faire ici une revue complète de ce que toutes les disciplines disent sur ce sujet qui est très large, mais je vais vous parler de ce que j'en connais, et c'est notamment sous le prisme de la biologie de l'évolution. Elle cherche en particulier à savoir pourquoi les comportements coopératifs existent dans la nature. Alors vous me direz, si on les voit, pourquoi ils n'existeraient pas ? Tout simplement parce que ne pas coopérer dans un système où tout le monde coopère, c'est hyper rentable pour vous. Et je dis ça, mais toute ressemblance avec un chef d'État du monde réel serait évidemment fortuite. Le problème, c'est que si tout le monde raisonne de la même manière et se met à ne plus coopérer, en cas de crise, c'est tout le système qui s'effondre. Je vous explique pourquoi à partir de situations concrètes et d'exemples tirés de travaux de recherche sur les bactéries, parce que oui, elles aussi coopèrent et parfois même mieux que nous. C'est la Minute Science de ce lundi matin, la dernière de la première saison du podcast. Alors restez bien à la fin parce que je vous en dis plus sur ce qui arrive pour la suite et pour la saison 2. En attendant, bonne écoute et c'est parti pour la Minute Science. La Minute Science de MC et Talsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Talsa Science. Alors imaginez que tout le monde autour de vous ait un comportement coopératif exemplaire. Par exemple, dans le cadre de la crise climatique, admettons que plus personne ne prenne l'avion ou n'utilise d'énergie fossile. D'un coup, les émissions de gaz à effet de serre diminuent, la planète va de mieux en mieux. Et vous, vous vous dites « Pourquoi moi, je ne prendrais pas mon jet privé pour aller partout ?» À ce stade-là, vous êtes le seul ou la seule à le faire et donc la planète va toujours bien. Parce que globalement, vos émissions de gaz à effet de serre restent négligeables si personne d'autre ne fait pareil. Mais vous, ça vous donne un sacré avantage par rapport aux autres. Vous pouvez, écrire des livres sur des pays lointains que personne n'a encore visités, qui deviennent rapidement des best-sellers. Ou développer des coopérations commerciales partout sur la planète et devenir d'un coup très riche. Ou à encore multiplier les partenaires romantiques à travers le monde et faire plein d'enfants que vous allez à nouveau éduquer en disant « vous voyez, moi, ça m'a super bien réussi de prendre l'avion, alors allez-y, faites pareil ». C'est vraiment très caricatural, mais c'est plus ou moins ce que nous dit la théorie de l'évolution. Si un trait héréditaire, généralement génétique, donne un avantage reproductif, à savoir comme ici le fait de faire plus d'enfants, très rapidement il y aura de plus en plus de gens qui présentent le même trait héréditaire et les autres vont disparaître. Ici, on s'imagine bien qu'au bout d'un petit moment, on va se retrouver avec plein de ces enfants qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre sans compter et que ça va redevenir une problématique pour l'avenir de la planète. Et encore une fois, je le redis, toute ressemblance avec des faits réels est fortuite évidemment. Mais bon, blague à part, c'est ça tout le paradoxe de la coopération. En gros, coopérer, c'est bénéfique pour la collectivité. On sauve la planète, mais si on ne regarde que son intérêt personnel propre, il y a un avantage à tricher. Parce que coopérer a un coût. Dans cet exemple-là, ne plus prendre l'avion. Et donc, pour résoudre la crise, il faut en appeler à une sorte de conscience collective, qui dirait, si personne ne triche, moi non plus, je triche pas. Cette conscience collective, on peut la voir chez les insectes sociaux, comme les fourmis par exemple. Et dans une certaine mesure, si on prend les cellules des organismes multicellulaires, comme le nôtre, elles coopèrent entre elles. Si une cellule doit mourir pour que l'organisme continue à se développer, elle le fera. En réalité, les scientifiques ont encore du mal à savoir comment un tel mécanisme de conscience collective, avec plein de guillemets, a pu émerger, alors que la plupart du temps, on est plutôt dans la théorie de l'évolution darwiniste classique, qui est plus individualiste et c'est ça qui prévaut. Bien évidemment, ils ont plein de pistes et c'est un champ de recherche qui est très actif, notamment en s'intéressant aux microbes. Je vous ai promis un exemple avec des bactéries et donc on y vient. En plus de ça, on va introduire un autre élément important qui est la spatialisation. Le fait qu'on existe dans l'espace et qu'on a des voisins. C'est un élément important pour rendre les comportements coopératifs plus robustes.
En gros, on peut vite s'imaginer que décider de coopérer ou non avec son voisin, ça a pour nous potentiellement plus de conséquences que de coopérer ou non avec quelqu'un qui se trouve très très loin. Donc justement, les bactéries, elles ont un mode de vie qui consiste à se développer sur des surfaces. Ce qui peut être très embêtant pour nous les humains, surtout quand c'est des bactéries pathogènes dans les hôpitaux par exemple, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est que sur ces surfaces, les bactéries sont littéralement à touche-touche avec leurs voisines. Les bactéries, elles se multiplient très vite comparées à nous. Dans des bonnes conditions, elles se divisent en moins d'1 heure. Et donc le nombre de bactéries peut être multiplié par 2 très rapidement. Mais pour ça, il faut qu'elles aient accès à de la nourriture, et en particulier à du fer. Le fer, c'est un élément chimique qui est assez limitant pour beaucoup d'organismes, dont le nôtre, et c'est aussi quelque chose qui est coûteux, difficile à obtenir à partir de l'environnement pour diverses raisons. Et une des stratégies qu'ont les bactéries pour en obtenir, c'est de produire une molécule, de la relâcher dans l'environnement, et le seul rôle de cette molécule, ça va être de s'accrocher à du fer dès qu'elle en trouve, de manière à ce que la bactérie puisse ensuite récupérer cette molécule avec le fer dessus et le manger pour se développer, en caricaturant un peu. Le problème, c'est qu'une fois que cette molécule est dans l'environnement, n'importe quelle bactérie peut la récupérer, et pas forcément celle qui l'a produite à la base. Ça devient ce qu'on appelle un bien commun. Comme par exemple, quand vous faites des efforts pour limiter vos émissions de gaz à effet de serre, ça vous demande des efforts juste à vous, mais les bénéfices sont pour toute la planète. Ici, c'est pareil. On s'imagine que si tout le monde joue le jeu, chaque bactérie récupère du fer proportionnellement à ce qu'elle a produit, en gros, et tout le monde est content. Mais, même idée que précédemment, il peut y avoir des bactéries qui trichent, elles arrêtent de produire la molécule bien commun, mais elles se récupèrent quand même du fer à partir de ce qu'ont produit les voisines. Pratique. Mais on peut facilement en revenir au paradoxe. Dans ce cas-là, c'est très simple, les bactéries qui produisent la molécule se multiplient moins vite que celles qui ne le font pas, parce qu'elles paient un coût métabolique, elles doivent allouer des ressources à faire cette molécule, pendant que les autres, elles mettent toute leur énergie à se reproduire. Alors en imaginant que le choix de tricher est héréditaire, les bactéries tricheuses qui ne produisent pas devraient au final se retrouver de plus en plus nombreuses en proportion, jusqu'au moment où personne n'a assez de fer et tout le monde meurt. Dans les faits, ce que les chercheurs voient, c'est pas ça. Les bactéries vont adapter leur niveau de production de la molécule à la quantité ambiante de ces molécules de bien commun. En gros, si elles arrivent à récupérer beaucoup de fer, elles partent en vacances et arrêtent de produire. Mais si d'un coup il n'y en a plus assez, elles remettent la main à la pâte. Ça donne des vidéos assez jolies, je vous mettrai un lien en description avec l'étude évidemment, car dans le cas des bactéries Pseudomonas aeruginosa, ces molécules bien communs sont fluorescentes, et donc on peut visualiser directement au microscope qui les produit, quand est-ce qu'elles s'arrêtent, et en général les bactéries les produisent sur plusieurs générations, puis s'arrêtent pendant plusieurs générations et ensuite s'y remettent pour suivre la tendance et alterner avec leurs voisines. Mais les chercheurs mesurent aussi une autre chose, et c'est à propos de la spatialisation dont je vous parlais. Il se trouve qu'indépendamment de qui produit et qui ne produit pas, la concentration de molécules bien communs est plus importante et maximisée au milieu, au centre de cet amas de bactéries. Parce qu'en gros, le fait d'être serrées les unes contre les autres, les molécules bien communs se retrouvent en quelque sorte piégées à proximité de la bactérie qui les a produites. Donc, en plus d'adapter leur niveau de production pour faire en sorte que ça colle avec celui des voisines, le bien commun n'est commun en fait qu'à un petit voisinage. Et si on y réfléchit, ça va plus loin que ça. Quand on est une bactérie sur une surface, nos voisines, c'est en fait nos sœurs, notre descendance issue de la division cellulaire. Et donc, de tous les individus qui composent cette communauté de bactéries, ce sont eux qui sont le plus proches de nous, génétiquement. Et c'est là qu'on reboucle avec la théorie de l'évolution et la sélection naturelle. Elle n'est plus entièrement individuelle cette fois-ci, mais ça s'appelle la sélection de parentèle. On coopère plus facilement à l'échelle locale avec nos voisins parce qu'on est parents avec eux. Ce sont les personnes avec qui on partage le plus. Dans le cas de la biologie, c'est plus de matériel génétique en commun. Et donc, même si c'est eux qui survivent et pas nous, nos caractéristiques seront quand même transmises aux générations suivantes. Et c'est ça qui importait dans la théorie de notre cher Darwin.
Pour un petit peu de contexte perso, c'est le projet de recherche sur lequel travaillait l'équipe de mon directeur de thèse avant que je ne rejoigne son labo. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins le sujet qui m'a donné envie d'y faire ma thèse, sur ces mêmes bactéries et sur la manière dont elles s'organisaient sur les surfaces dont je vous parlais. Ce qui m'avait séduit à l'époque, c'est que tous ces comportements coopératifs et les meilleures stratégies à adopter, ça peut être modélisé et étudié à partir d'une discipline qui s'appelle la théorie des jeux. L'exemple le plus connu dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le dilemme du prisonnier. Si c'est pas le cas, que vous ne connaissez pas, je vous laisse chercher par vous-même, il y a beaucoup de gens qui l'ont vulgarisé avant moi. Donc voilà pour la petite histoire. Après, pour ce qui est du sens profond de la coopération et la manière dont on peut appliquer tout ça pour éventuellement mieux s'y retrouver dans la géopolitique mondiale actuelle, je pense que c'est assez complexe et délicat, donc je ne vais pas m'y aventurer. Mais je me dis que ça peut potentiellement ouvrir quelques pistes de réflexion sur la manière de réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des épiphanies en commentaire ou ce que vous pensez de ce sujet et de tout ça. Comme je vous le disais au début, ce 12e épisode marque la fin de la première saison du podcast. Après cette première saison, qui était pour moi l'occasion d'explorer le format, les sujets, j'ai plein d'idées pour de futurs épisodes, de futurs sujets et de futurs formats. D'après vos retours, j'ai l'impression par exemple que l'épisode un peu décryptage sur le pétrole en lien avec l'actualité vous a pas mal plu. Donc je vais essayer de préparer plus de formats de ce type, toujours avec un prisme scientifique évidemment, et toujours en gardant des minutes science plus light sur l'actualité parce que je pense que vous aimez aussi. Alors n'hésitez pas à me donner vos retours sur la saison, sur les sujets que vous avez aimés, moins aimés, sur des sujets que vous aimeriez voir sur ce podcast. Il n'existe que parce que des gens comme vous ont envie de l'écouter, alors je vais prendre le temps de réfléchir, de revenir et d'en faire quelque chose d'encore mieux, j'espère. En attendant, ça ne va pas complètement s'arrêter, je vous donne rendez-vous pour des épisodes surprises. Et autre surprise, MC Étale sa science participe au Podcaston. Donc c'est quoi le Podcaston ? En fait, je vais préparer un épisode avec une association pour soutenir et visibiliser son action. Et l'épisode sera diffusé au mois de mars en même temps que plein d'autres créateurs de podcasts diffusent un épisode avec une autre association. J'ai déjà quelques idées d'asso, mais encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées. Il faut que ça ait un lien avec les sciences, ou les sciences et l'actualité, ou les sciences et la société. Enfin, que ça s'inscrive un petit peu dans le genre de thématique que j'ai déjà traité, évidemment, mais n'hésitez vraiment pas, je prends les suggestions. Voilà pour ces nouvelles que je trouve hyper excitantes personnellement. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout ce qui arrive, ou de recommander ce podcast autour de vous si la première saison vous a apporté quelque chose. À très vite. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.